non pas européenne, mais dans l'hémicycle de l'Assemblée nationale. Est-ce que vous l'auriez fait? Est-ce que vous pourriez faire la même chose même au niveau européen, et ce au nom de la défense de la création d'un État palestinien? Écoutez, c'est possible. C'est possible. Pourquoi? Bien parce que le silence de la France et de l'Union européenne est flagrant. Alors, j'ai pas vu les images. Je ne sais pas la façon dont il l'a fait. Voilà, bon. On voit pas bien. Ce que je veux dire, c'est aujourd'hui, on a eu il y a 2 jours des images terribles qui nous sont venues de Rafah, où il y a eu des attaques sur un espace qui était censé être un espace humanitaire, sécuritaire, sûr. Et des enfants, des dizaines de personnes qui ont perdu la vie. La France et l'Europe sont malheureusement absentes. Et la France et l'Europe doivent évidemment continuer à condamner les attaques du Hamas du 7 octobre, doivent continuer à demander la libération inconditionnelle des otages. Mais la France et l'Europe se grandissent aussi en s'appuyant sur leur histoire, qui est celle de la construction d'une paix improbable. Eh bien, doivent continuer à agir pour garantir la paix, une paix juste et durable, une solution à 2 États. Très concrètement, derrière les mots, les actes au niveau européen, vous poseriez pour quels actes, pour quels faits? Des sanctions, lesquelles, de quel type? Alors, je l'ai dit, d'abord demander clairement un cessez-le-feu immédiat et permanent, suspendre l'accord d'association qui a été mis en place. Pourquoi? Eh bien, pour soutenir les accords d'Oslo, cet accord de paix. Et donc, l'accord d'association était là pour tenir cette paix. Une fois que la paix est rompue, on peut se dire qu'on suspend. Et puis, il y a une question d'importation, d'exportation, en particulier de gaz. Donc, on a des leviers pour agir, mais le premier levier, c'est de demander clairement, diplomatiquement, ce cessez-le-feu immédiat et permanent. Allez, rentrons dans le dur de votre programme, au-delà de l'actualité, notamment de cette actualité palestinienne. On va commencer par la mutualisation de l'arme nucléaire à l'échelle européenne. Vous êtes la seule à le défendre, la seule en faveur d'une telle mesure. Est-ce que vous n'avez pas de crainte pour la souveraineté de la France? Est-ce que pour vous, la souveraineté de la France, au fond, c'est un non-sujet, surtout dans ce domaine? Ce n'est absolument pas un non-sujet. Et je pense que la souveraineté de la France est d'autant plus grande que l'Europe est souveraine, parce que quand on fait face à des menaces comme la Russie de Vladimir Poutine, son agression sur l'Ukraine, mais derrière, sur le projet européen, la démocratie européenne, son impérialisme qui s'étend, on voit la Géorgie, évidemment la mainmise sur la Biélorussie, quand de l'autre côté, on a d'autres menaces, l'Iran par exemple, ou que nous ne savons pas demain ce que seront les États-Unis. Est-ce que ce seront les États-Unis alliés de Joe Biden ou des États-Unis en tout cas pas alliés avec Donald Trump. Et donc l'Europe se doit de construire cette souveraineté et aussi cette armée européenne et cette diplomatie européenne pour que nous soyons plus forts. Et je crois, moi, qu'une Europe plus forte... Pardon, je vous interromps, mais on parlait de l'arme nucléaire et de son partage, parce que c'est ce point précis qui a fait beaucoup débat ces dernières semaines. Et vous êtes la seule. Encore une fois, vous êtes la seule à dire oui, partageons cette arme nucléaire. Et tous les autres disent non au nom de la souveraineté de la France. Oui, mais la réalité, c'est que c'est déjà le cas. C'est quoi la situation? C'est celle d'un isolement de l'Europe dans des grandes puissances dont je viens de parler et que je viens de décrire, et c'est celle aussi de clauses d'assistance mutuelle, que ce soit dans les traités de l'OTAN ou dans les traités de l'Union européenne. Et donc la réalité, c'est que si une attaque s'abat sur l'un des États membres de l'Union, en réalité, nous porterons assistance. Mais il ne faut pas se raconter d'histoire, tout ça, ça ne se construit pas en un jour. Ce dont on a besoin aujourd'hui, c'est de construire cette diplomatie commune qui s'assoit sur la démocratie, sur des votes du Parlement européen, par exemple, ce qui n'est pas du tout l'habitude qu'on a en France, et où on a aussi besoin d'avoir des votes sur les stratégies militaires et de défense, et donc de construire patiemment cette coopération européenne qui se traduit aussi par une armée commune européenne. Mais la même chose, elle existe déjà. On a une force de réaction rapide de 5000 hommes, et donc c'est à partir de là qu'il faut construire. Alors le sujet numéro 1 pour les Français, c'est le pouvoir d'achat. C'est ce que nous rappelle notre partenaire IFOP à 57%. Comment faire pour que les classes ouvrières, les classes modestes, populaires et moyennes ne sentent pas oubliées par le virage écologique? Parce qu'on sait, cette transition écologique, elle a un prix. Et elle est souvent mal acceptée. Les consommateurs ne peuvent pas toujours l'absorber. Il y a une mesure phare que vous défendez sur ce sujet, c'est baisser les prix sur les produits qui sont bons pour la planète. Est-ce que ce n'est pas un peu utopique? Ah bah non. Non, c'est pas utopique. Et effectivement, ce que je dis, et ça ne peut se faire qu'à l'échelle européenne, c'est qu'il faut faire baisser la TVA sur les produits qui sont bons pour le climat, bons pour la santé et bons pour l'emploi, parce qu'on relocalise. Ça s'appelle une TVA verte et on peut la mettre en place. Par exemple, je vous donne un exemple. Ça peut marcher sur des jeans, par exemple, fait en France. Ça peut marcher sur la réparation des machines à laver plutôt que d'en acheter de neuves, ou sur les couches. Le budget mensuel pour des couches, c'est de 50 € pour des couches de moyenne gamme, fait à l'extérieur de nos frontières avec des produits toxiques
toxiques qu'on met sur les fesses de nos bébés. Des couches faites en Europe sans produits toxiques, c'est 15 à 20 euros de plus. Avec cette TVA, eh bien, ce serait au même prix et donc on laisserait le choix à la population. Je suis sûre qu'ils se porteraient sur ces couches, bonnes pour la santé, bonnes pour la planète, bonnes pour l'emploi, et c'est gagnant, gagnant, gagnant. Donc vous parlez d'une liste, mais pardon, je lisais que cette mesure, elle existe déjà pour certains produits et services, et par ailleurs, qu'elle ne relève pas d'une décision du seul Parlement européen, mais du Conseil de l'Union européenne, et à laquelle les États membres ne sont pas obligés de se soumettre. Donc c'est pour ça qu'on vous demande, est-ce que c'est pas un peu utopique tout ça ? Bien sûr, mais vous savez, le défi climatique, c'est le plus grand défi de notre siècle. Le défi de la santé, il est aussi tout à fait urgent, tout comme la justice sociale. Dans le passé, qu'est-ce qui s'est passé ? L'Union européenne, dont on ne pensait qu'elle ne suspendrait jamais le pacte de stabilité budgétaire, l'a suspendu. L'Union européenne, dont on pensait qu'elle n'emprunterait jamais en commun pour faire face à la crise sanitaire ou à la guerre d'Ukraine, l'a suspendue. Donc en fait, l'Union européenne sait agir quand il y a besoin. Et aujourd'hui, oui, je considère que le défi climatique est tellement important et l'urgence sociale est tellement importante qu'elle doit agir. Et je ne suis pas femme à me baisser les bras, vous savez. J'ai mené des combats difficiles que j'ai parfois emportés. Par exemple, l'inscription des crimes environnementaux dans le droit européen. Et donc, moi, je baisse pas les bras. Quand il faut le faire, il faut y aller. Donc, potentiellement, vous présentez aujourd'hui des mesures dont vous ne savez pas si elles pourraient effectivement s'appliquer, notamment pour les électeurs qui vous regardent, les Français qui vous regardent ce soir. Mais c'est tout à fait possible de les mettre en œuvre. Moi, ce que je propose, c'est effectivement de mettre en place cette TVA verte. Il se trouve que pour l'instant, les écologistes, nous sommes les seuls à la proposer. Mais ça a été la même chose dans le passé. Quand on a dit qu'il fallait lutter contre la déforestation dans le monde, on nous a dit que c'était impossible, qu'on n'y arriverait jamais. On a adopté une loi pour lutter contre la déforestation dans le monde. Quand on a dit qu'il fallait reconnaître les crimes contre l'environnement, on nous a dit que ce ne serait pas possible, qu'on n'y arriverait jamais. On a inscrit les crimes contre l'environnement dans le droit européen. Et des exemples comme ça, je pourrais vous en donner des tonnes. La réalité, c'est que nous avons aujourd'hui, je le redis, nous avons aujourd'hui un défi qui est celui du dérèglement climatique, de la perte de la biodiversité. On a des inondations à répétition, on a des feux de forêt et on a une précarité qui explose à travers l'Europe. C'est 1 Européen sur 5 en situation de précarité et donc l'Union européenne doit se donner les moyens d'y répondre. Oui, mais il y a aussi une question d'acceptabilité. Nous aussi, on pourrait multiplier les exemples de professions, de Français, d'Européens qui refusent de nombreuses mesures, qui disent trop, c'est trop. On l'a vu avec les agriculteurs, on le voit dans les villes, avec les ZFE, etc. Vous pourrez multiplier les exemples. Est-ce qu'il ne serait pas raisonnable de faire une pause peut-être sur les normes environnementales, le temps de les rendre plus acceptables et plus supportables ? Non, vous savez, on n'a pas le temps de faire une pause. Je vous l'ai dit, le dérèglement climatique est là. Il n'est pas ailleurs, il n'est pas demain, il est ici et maintenant. On a des inondations, des feux de forêt, des maisons qui se fissurent. On a une perte de biodiversité, 10% des cancers en Europe qui sont liés aux pollutions. Et donc, on a besoin d'agir. On ne peut pas attendre. Chaque jour qu'on perd est un jour perdu pour le climat, pour des espèces vivantes. Oui, mais si les gens ne le veulent pas, s'il y a un refus. Mais la réalité, c'est que le modèle économique aujourd'hui est un modèle avec une économie qui détruit. Il faut qu'on passe à une économie qui répare. Mais ce modèle-là, nous aussi, on veut le changer. Prenons l'exemple de l'agriculture. Évidemment, le modèle n'est pas acceptable. Il appauvrit les agriculteurs qui crèvent littéralement de leur travail. Il n'y a pas assez d'accès à l'alimentation pour toutes et tous, des files devant les banques alimentaires qui s'allongent. Donc, c'est pas possible. Il faut sortir de ce modèle-là. Mais ce qu'il faut jeter à la poubelle, c'est pas les normes environnementales, comme le fait le gouvernement, qui est un véritable fossoyeur de la nature. Mais c'est au contraire le modèle économique. Il faut une autre PAC qui soit plus juste, plus verte, qui rémunère à l'emploi plutôt qu'à l'hectare. Il faut sortir des accords de libre-échange et mettre en place un protectionnisme vert. Et il faut investir et accompagner les paysans dans la transition alors qu'ils sont laissés tout seuls aujourd'hui sans visibilité sur leurs revenus. Et nous proposons une visibilité à 3 ans sur les revenus pour tous les paysans qui souhaitent s'engager dans cette transition qui est absolument indispensable. L'écologie, c'est clairement une priorité pour beaucoup de Français. Ça l'est même, si on regarde les sondages au niveau européen, plus encore pour la population européenne. Et pourtant, mais ce n'est pas l'écologie qui s'est imposée dans le débat une fois de plus. Ça l'était un peu à l'époque où Yannick Jadot a créé la surprise, mais c'est beaucoup moins le cas, alors que le risque se rapproche. On est tous, je pense, d'accord avec ça. Comment vous l'expliquez alors ? Vous allez dire les médias ne vont pas assez sur le sujet, mais sinon, parce que là on en parle, vous avez quand même été beaucoup interrogé, le débat sur LCI a beaucoup parlé, notamment de l'environnement, vous avez pu le faire à diverses occasions. Comment vous expliquez qu'à l'occasion de cette élection, votre sujet pourtant porteur n'aille pas jusqu'aux électeurs ? Ben vous voyez, moi j'ai quand même un petit sujet. C'est qu'en fait, l'environnement, l'écologie, le climat, on en parle, mais pour dire quoi ? Eh bien, pour dire que l'environnement, ça commence à bien faire. Que les mesures de protection de la nature, elles enquiquinent le monde, qu'elles sont responsables du malaise agricole. Je viens de vous expliquer, et j'espère de vous prouver que c'est l'inverse. On entend l'extrême droite qui gagne en puissance à travers l'Union européenne, qui décrit, qui dénonce toutes les législations et les renoncements de la majorité. Celle d'Emmanuel Macron, mais celle du Parlement européen, où en avril, les conservateurs, les libéraux, les socialistes ont voté pour moitié pour le retour des OGM, ont voté pour les méga-camions, ont voté pour une austérité qui empêchera
tout investissement dans la transition écologique. La réalité, c'est qu'on est en train de perdre notre seule planète. On est en train de perdre la terre sur laquelle nous vivons. On a perdu 60% des oiseaux des champs, 80% des insectes. Quand est-ce qu'on se réveille? Et donc, évidemment, quand on a cette propagande anti-écolo, matin, midi et soir, eh ben, ça finit par impacter un peu, ça finit par imprimer. Et donc, ce que je veux dire à celles et ceux qui nous regardent, c'est que tout n'est pas encore écrit. Que les combats que nous avons menés, emportés, ce pacte vert, par exemple, arraché par le plus grand groupe écologiste de l'histoire en 2019, grâce au vote des élections européennes, eh bien, ce pacte vert, nous pouvons le poursuivre, nous pouvons l'accélérer, nous pouvons investir l'argent qu'il faut pour mener à bien les transformations nécessaires. Nous pouvons garantir l'accompagnement social de la population et lutter pour la justice sociale. Mais pour ça, il y a besoin de députés écologistes nombreux et nombreuses au Parlement européen. Parce que quand vient l'heure des choix, seuls les écologistes tiennent bon. Allez, il y a le pouvoir d'achat qui est un sujet majeur, on l'a dit. Il y a l'écologie, évidemment, sujet très, très important que vous portez. Mais il y a aussi l'immigration. On voudrait vous entendre là-dessus. Faut-il mettre en place, de votre point de vue, une immigration légale pour répondre aux besoins en termes de main-d'œuvre ? Alors l'immigration légale, bien sûr, il faut la mettre en place. D'ailleurs, les gouvernements d'extrême droite en Europe, Giorgia Meloni ou Viktor Orban en Hongrie, la mettent en place, cette immigration légale. Mais il faut la développer. Mais l'immigration, vous savez, c'est pas l'immigration légale, ce n'est pas le sujet de l'Union européenne. L'Union européenne, elle est responsable de l'asile. Or, aujourd'hui, l'Union européenne se rend coupable de non-assistance à humanité en danger en Méditerranée, dans la Manche, à la frontière franco-italienne. On a des dizaines de milliers de morts qui sont là sur les frontières de l'Europe et on repousse même les migrants jusque dans le désert saharien, où on a des images terribles de personnes qui fuient la guerre, la persécution, la misère. Et vous savez, la grandeur de l'Europe, les valeurs sur lesquelles l'Europe s'est fondée, c'est cet accueil, c'est la dignité, c'est la Convention de Genève et le droit d'asile. Et donc on a besoin d'accueillir dans la dignité. On a besoin de voies sûres et légales pour les femmes afghanes, pour les Iraniens qui fuient des régimes terribles, pour les Syriens qui fuient le boucher. Il y en a aussi qui viennent, qui ne sont pas du tout originaires de ces pays-là. Mais tout le monde doit avoir le droit de demander l'asile dans l'Union européenne. Il faut et on ne peut pas sans arrêt exporter les demandes. Vous vous rendez bien compte? Non, mais je vous prends juste un exemple. Mais qu'une femme en Afghanistan, elle ne peut pas aller voir dans les rues, se balader dans les rues avec son fichier pour aller demander l'asile. Je veux dire, c'est complètement inconsidéré. Et bien sûr qu'il faut faire en sorte qu'elle puisse accéder au territoire européen pour se réfugier. Est-ce qu'il faut continuer à accueillir sans limite? Mais c'est pas la question. Non, mais c'est la question que je vous pose. Mais oui, mais moi je vous réponds, c'est pas la question. Le droit d'asile, on l'a écrit dans notre droit, suite à des guerres, à des dévastations, à des génocides. Et donc, ce devoir d'asile, c'est le devoir européen. Vous parlez... On doit tenir mais pardon, cet engagement. Je vous repose la question parce que vous savez très bien que beaucoup de gens se posent la question en ces termes, très simples, très crus et très directs. On continue à accueillir sans limite, Marie Toussaint, et je vous demande juste de leur répondre à ces gens-là. Mais ça voudrait dire que nous accueillons sans limite aujourd'hui. Ce n'est pas le cas. La preuve, ces milliers de personnes qui meurent à nos frontières. Et donc moi, je veux dire à celles et ceux qui nous écoutent et qui sont concernés par les questions de sécurité, parce qu'au fond, c'est ce que vous soulevez quand vous dites ça, que partout où nous sommes en responsabilité, les écologistes, nous demandons à remettre en place la police de proximité. Par exemple, Amine Kessassi, sur ma liste, qui est un jeune homme de Marseille, qui a 20 ans, qui a perdu son frère dans un règlement de compte. Il ne cesse de demander le retour de la police de proximité. Que nos maires dans les villes appellent... Mais vous pensez vraiment que ça répond aux demandes de sécurité des gens, simplement le retour de la police de proximité, et ça va régler le problème? Ce que je veux leur dire est que nous avons toujours lutté contre le terrorisme en demandant un FBI européen avec Yannick Jadot, en luttant contre le blanchiment d'argent avec Eva Joly. Donc ce que je veux leur dire, c'est que nous sommes concernés par ces enjeux de sécurité, mais attention à ne pas faire l'amalgame entre toutes ces personnes qui viennent demander l'asile à l'Europe et cette insécurité qui existe. C'est les violences en ligne, c'est les violences qui se déversent, les violences contre les femmes, contre les LGBTQI, il y en a partout. Il y en a partout de la violence. Ce n'est pas le même sujet et on doit se battre avec la plus grande des fermetés contre toute cette violence et garantir et construire un monde qui soit plus doux pour chacune et chacun. Mais est-ce qu'il faut des sanctions contre les pays qui n'accueillent pas assez ? Puisque vous avez commencé par une accusation lourde contre l'Union européenne et les pays face à leurs responsabilités face à l'immigration. Est-ce que vous plaidez pour plus de fermeté contre des pays qui n'accueilleraient pas assez, selon vous ? On a besoin de garantir une solidarité au niveau européen. Et avant de sanctionner, moi je préfère qu'on négocie, qu'on débatte, qu'on trouve une solution qui soit une solution négociée. Aujourd'hui, oui, on a des États,
Je reviens à la Hongrie de Viktor Orban, qui ne veulent pas accueillir. Ce qu'a mis en place le pacte asile et migration, c'est 20 000 euros par migrant qu'on refuse d'accueillir. Moi, je refuse la marchandisation des êtres humains. Il nous reste une trentaine de secondes. Je refuse cette solution-là, mais ok, je le redis, on a besoin de dignité, d'humanité et de solidarité dans l'Union européenne. Et nous, on a besoin de tenir les 15 minutes. Donc, on vous pose la dernière question, qui est une question un peu plus personnelle. On vous a demandé qui choisiriez-vous pour figurer sur le prochain billet de 20 euros et vous avez répondu Greta Thunberg. Dites-nous pourquoi. Et vous avez 18 secondes. Parce que c'est une jeune femme très courageuse qui, à 14 ou 15 ans, s'est levée, s'est saisie de l'urgence climatique, a lu tous les rapports du GIEC et a entraîné avec elle des millions de jeunes à travers la planète. Elle a, je crois, sonné l'alerte climatique d'une façon extrêmement importante. Elle a été en partie responsable de cette vague verte de 2019. On ne doit pas baisser les bras. On ne peut pas abandonner face aux défis climatiques. Il faut continuer à agir. Marie Toussaint, pardon, c'est brutal, mais c'est la règle du chrono. C'est la règle pour tout le monde. Je vous remercie d'avoir organisé ce débat sur les élections européennes. Merci à vous d'avoir accepté ce challenge.